Le rap, un courant musical qui a explosé ces 15 dernières années. De cette musique issue des banlieues aux États-Unis et en France sont nées de véritables stars qui ont su gérer leur succès en créant souvent leur propre affaire et souvent aussi avec leurs copains des cités. Alors justement, comment ont-ils intégré les règles de la musique et du business? Quand l'argent est là, les gains sont-ils toujours bien répartis? Et les rappeurs français ont-ils fait fortune comme leurs grands frères américains? C'est un reportage de Denis Boutelier, David Georgeon et Michael Thibault-Georges. Nous sommes en plein Paris, dans une des radios les plus écoutées de France, Skyrock. Ici, la musique qui marche, c'est le rap. C'est 70% de ce qui passe à l'antenne. Et le rap, ça se vend, à en juger par les disques d'or affichés dans le bureau du directeur. Chaque rondelle, sur les murs, veut dire plus de 100 000 disques vendus. Le disque d'or de Stomy Bugsy, le disque d'or d'NTM, le double disque d'or, aujourd'hui il en est à 300 ou 400 000 de Passy, le disque d'or de Puff Daddy, le disque d'or de Akhenaton, le leader d'IAM, le disque d'or de Keops, le DJ d'IAM, le disque d'or de Bustaflex qui vient juste d'arriver, donc qui vient juste d'être disque d'or sur son premier album. Ça c'est le premier disque d'or de IAM, l'école du micro d'argent. Tout ça c'est du rap, hein, tout ça c'est du rap. Tout ça c'est le succès du rap en fait, c'est le mur du succès du rap. Akhenaton ou Gynéco, ils ont souvent des noms bizarres. Ils ont des belles copines, ils roulent dans des voitures de grosses cylindrées et les plus connus d'entre eux vendent plus de disques que Johnny ou Madonna. Si tu faisais un hit parade, t'as premier IAM. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Deuxième Gynéco. Troisième NTM. Quatrième Passy. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je sape et je marque. Cinquième Stomy. Devenir star du rap à leur tour, des milliers de jeunes ne pensent qu'à ça. Le garçon en train de percer en ce moment, c'est ce jeune homme, Pete Bacardi, 25 ans, un rappeur venu de la banlieue sud de Paris. Il a rendez-vous ce matin pour travailler à son prochain disque dans un grand studio de Paris. Il a 1 heure de retard, le patron de sa maison de disques n'est pas très content. Chez moi. Donc voilà une perte d'argent. Monsieur Pete Bacardi nous a fait perdre environ 7000 francs divisé par 12, nous a fait perdre 1400 francs. Comment il a fait? Comment il a fait? Il a oublié que la bande était chez lui, donc le studio tourne, l'ingénieur est là, attend, et voilà. On récupère. On va récupérer. Donc ça nous a fait perdre 1400 francs. Ça coûte combien un studio comme ça? 7000 balles la journée, plus qu'un ingénieur à payer qui est là, qui nous coûte 3000 plus charge sociale, donc ça fait 5-6 000 balles. Là aujourd'hui il y en a pour 14 000 balles. Si l'homme en costume fait les gros yeux, c'est que pour les disques de rap, il y a un principe, ça ne doit pas coûter cher. Peu de musiciens, remplacés le plus souvent par des bandes enregistrées, pas plus de 2 jours de travail pour chaque morceau. Là où une star de la variété peut dépenser jusqu'à 2 millions pour un album, un rappeur dépense beaucoup moins. On peut dire qu'un album de rap, au minimum ça coûte 300 000 francs et au maximum, bon, il y en a qui peuvent les faire pour 2 millions, mais ça c'est des pétages de plomb, mais je pense qu'au maximum c'est 700 000 francs. Du coup, cette bande enregistrée peut rapporter gros. Pour rentabiliser le premier disque de Pete Bacardi par exemple, il suffit d'en vendre 50 000 exemplaires, 2 fois moins que pour un album de variété. Qui gagne de l'argent avec ce disque? Vous, d'autres gens? Tout le monde gagne. Tout le monde. Moi je gagne de l'argent. Moi je gagne de l'argent. Enfin, moi, Hostile Records gagne de l'argent. Et lui en tant qu'artiste, il a un contrat d'artiste et il gagne de l'argent aussi. Et alors entre la maison de disques et vous, qui est-ce qui gagne le plus d'argent? Ça se voit, non? Costume. Au bout de 3 mois, le premier disque du rappeur a déjà dépassé 80 000 ventes. Il peut espérer gagner jusqu'à 500 000 francs. Si Pete Bacardi a réussi à se faire connaître, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il fait partie d'un réseau. Car dans le rap, il y a des filières pour réussir. Et la bande de Pete Bacardi a rendez-vous ce soir à la radio Skyrock. Le rappeur vient retrouver ses copains pour animer une émission. La filière de Pete a un nom, Secteur A. Il en a le logo, jusque sur son blouson. Et c'est quoi ce qui a marqué sur votre blouson? C'est le logo du secteur A. Il faut attendre l'arrivée d'une grosse pointure, le chanteur du groupe Arsenic, Calbo, pour en apprendre un peu plus. Alors, c'est quoi le Secteur A? Le secteur A, c'est justement un collectif de rappeurs, des jeunes qui ont faim,
Tu peux appeler ça comme tu veux, commando, tout ce que tu veux aujourd'hui, voilà. On est là. A comme Africa, A comme Arsenic, A comme Secteur A. Et pourquoi il y a 2 petits points dessus? Parce que ça faisait bien. Ce A avec 2 petits points, on le retrouve sur plus d'une dizaine de disques actuellement dans le commerce. Le voilà sur le disque d'Arsenic, le voilà encore au dos de la pochette de Pete Bacardi, tout comme sur les albums du Ministère Amer ou de MC Janik. Qui est derrière cette signature quasiment cabalistique? À en croire un clip comme celui-ci, une bande de gaillards très élégants, aux allures de société secrète, tous noirs, visiblement très intéressés par les filles à moitié nues. Parmi eux, quelques-uns des rappeurs les plus connus de France. Doc Gineco, Stomy Bugsy, Passy ou Arsenic. Des gens tous très affamés de succès. Cet homme en bonnet de laine, par exemple, s'appelle Jamatic du groupe Neg Marron, c'est encore un membre du secteur A. S'il vient à la radio ce soir, c'est pour faire la publicité de son disque. Pour lui, vendre n'est pas un tabou, bien au contraire. Regarde tous les disques d'or qu'il a là-haut, tu crois que c'est pour rien? C'est mon job, c'est mon travail. Je viens pas m'amuser, je viens pas faire le beau. Même là, je parle, je fais pas le beau. Vous faites quoi? Là, je suis en train de vendre mon projet. Je te le répète, ça s'appelle les Jamatic Connection. Ça sort le 26 octobre. Donc vous faites aussi votre publicité? Voilà, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est comme ça. Dans le studio, contrairement au clip, pas la moindre fille à l'horizon. Au micro, Jackie en bleu se chauffe la voix. C'est lui qui va animer la soirée. Comme ses copains, il vient de la ville de Sarcelles, dans la banlieue nord de Paris. À mes côtés, Pete Bacardi, Calbo, Benji, moi-même Jackie. Alors, augmente ton transistor. Je vais voir personne dehors. Allez leur dire que le 95, la banlieue nord, on revient mettre tout le monde d'accord. Ok. Dans les studios, il est minuit 11. Commence une drôle d'émission. C'est une des plus écoutées de la radio à 7 heures. Pendant qu'un DJ mélange le son de plusieurs disques, les rappeurs vont jeter leurs textes sur les ondes. Certains préparent leurs interventions, d'autres improvisent. Vu et grillé comme un arracheur de sac. J'ai une maîtrise de raga sans avoir passé le bac. Le but, c'est de s'amuser, à la limite parfois de la transe. La rue, c'est comme ça qu'on obtient du succès sans cesse. Secteur A, secteur A, secteur A, secteur A, secteur A. Et on fout d'awa, c'est secteur A, secteur A. Les refrains sont parfois répétitifs, mais le groupe est parfaitement organisé. Il y a même un patron, il va débarquer dans le studio à 1h50 du matin, à l'improviste en anorak bleu, un certain Kenzie. Une big dédicace pour Monsieur Kenzie qui vient de rentrer dans les studios, c'est comme ça. L'homme cultive la discrétion, mais son nom est associé à plus de 2 millions de disques vendus. Lui, c'est pas un artiste, mais je dirais que c'est quand même lui qui a fédéré les trucs, qui les a entraînés, qui a été le lien entre tous, si tu veux. C'est gigantesque. C'est lui le chef. Le mec, c'est 2 300 000 albums, il faut les... En 3 ans, c'est lourd, hein. Ça pèse plus que Goldman, ça peut être près de 2 albums de Goldman. Kenzie, l'homme aux 2 300 000 albums, refusera ce soir-là de nous parler. Pour le retrouver, il faudra parlementer, puis aller à Sarcelles, une banlieue réputée difficile, loin du Paris cossu des grandes maisons de disques, Sony ou Virgin. Le secteur A, c'est une vraie société et ses bureaux sont installés dans une ancienne agence bancaire. Rien à voir avec le clip de la société secrète. À l'intérieur, un rez-de-chaussée et un étage bien banal. En tout, une dizaine d'employés. Et tout au bout d'un long bureau, le boss. Kenzie, Jérôme Ebella de son vrai nom, 29 ans, n'a ni casquette, ni chaîne en or, ni bac. Son histoire a commencé il y a 10 ans dans cette ville de Sarcelles. Au départ, le Ministère Amer, un groupe mythique qui donnera au rap 3 de ses futures stars, ici Passy, là Stomy Bugsy, là encore, le jeune Doc Gineco. Nous sommes en 1992, pendant que les artistes en bob blanc, Passy et Stomy Bugsy font les zozos devant les caméras, Kenzie en bleu joue les managers. Et le premier, il pense à transformer le rap en business. Quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes.
là ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Quelques années plus tard, le secteur A est devenu un nom célèbre. Kenzie le doit en partie à ce chanteur en bonnet noir qui roule aujourd'hui en Mercedes, Doc Gineco. C'était le 3e larron du ministère amer. Son premier disque s'est vendu à 800 000 exemplaires, un score incroyable, et lui a valu plusieurs disques de platine. Ce succès a largement profité au secteur A. Kenzie, que l'on voit sur ce clip en chemise rouge, était le manager du rappeur. Doc Gineco a touché environ 5 millions, Kenzie près de 800 000 francs. Et c'est grâce à ce petit pactole que le secteur A est devenu aujourd'hui une entreprise. Bureau de la direction générale. Vous avez compris qu'il fallait prendre des techniciens pour gérer une société comme celle-là. Alors là, c'est le directeur général qui est dans le bureau. Il s'appelle Olivier Laouché. Le directeur général a fait une école de commerce. C'est le seul dans la société, même s'il porte un blouson de cuir. Ça, c'est le blouson. C'est le blouson qu'on m'a offert quand je suis arrivé à Secteur A. Je suis arrivé au mois de mars, il faisait très froid. Je venais de la Martinique. Et Kenzie, quand il est venu me chercher à l'aéroport, elle m'a dit, écoute Olivier, ça va pas être évident à Sarcelles. Alors on te donne quand même un truc, tu vas voir, tu mets ça sur ton dos. D'une part, on va te reconnaître, tu vas pas forcément te faire beaucoup d'ennemis, parce que c'est vrai que le petit A avec les 2 points, ben, quand on le reconnaît, les gens vous regardent, il y a un petit sourire, on sent que les gens reconnaissent la marque. Vous voulez dire ça, c'est une garantie de sécurité à Sarcelles d'avoir un petit A sur son blouson? Non, mais c'est un signe de reconnaissance en tous les cas pour l'équipe de Secteur 1. Et puis c'est comme toutes les grandes marques, on essaie de la décliner. Et oui, car ici on se veut une grande marque. Après un premier disque vendu sous le nom Secteur A, double disque d'or, l'entreprise réinvestit sur de nouveaux artistes. Arsenic, Pete Bacardi, première classe. Le Secteur A se targue de savoir découvrir les talents. Kenzie s'est imposé aux grandes compagnies de disques comme un intermédiaire indispensable. Le deal qu'on fait, nous, avec les maisons de disques, c'est d'aller voir les présidents, donc les directeurs de ces maisons de disques, en leur disant « Tu connais rien au rap, c'est pas ton problème de connaître des choses au rap, donne-nous de l'argent, on va développer des artistes qui vont rapporter beaucoup d'argent à ta société et tout le monde sera content dans le meilleur des mondes. » Et à la clé, bien sûr, il y a beaucoup d'argent à gagner pour les jeunes gens de Sarcelles. Ok, on va essayer. Est-ce que vous êtes millionnaire? Est-ce que je suis millionnaire? Non. Est-ce que vous le serez un jour? Est-ce que je serai un jour? Bah, j'espère. Bah oui, j'espère que je serai un jour, je serai milliardaire même. Mais quand dans une famille, chacun rêve d'être milliardaire, il arrive aussi qu'on se dispute sur le partage du gâteau. On le voit à la une des journaux. Doc Gineco accuse ses amis de le racketter. Le rap dérape. La planète rap étale son linge sale. Ces affirmations seront démenties par les intéressés, mais le sujet reste sensible. Mais pour en terminer avec Doc Gineco, vous avez aujourd'hui un contrat avec Doc Gineco personnellement. Enfin, vous, Secteur A, vous avez un contrat avec Doc Gineco. Est-ce qu'on peut ne pas en parler? Si Kenzie est si peu bavard, c'est que Gineco et lui sont alors en train de rompre leur contrat, de divorcer. Il y a eu beaucoup d'argent injecté dans ce milieu-là. Depuis 3 ans. Quand tu as beaucoup d'argent qui sont injectés dans un milieu, je dirais, ça explose. Donc ça explose et donc tu as des histoires comme il existe dans n'importe quel, dans la vie. Moi je vois ça de l'extérieur, c'est triste. À la limite, quand tu connais le parcours des mecs, ce sont des amis quand même. Ce sont des mecs qui sont amis de 20 ans, si tu veux, ça fait mal au cœur pour eux de les voir s'entre-déchirer pour du pognon. De telles ruptures sont courantes dans le show business, pas plus dans le rap que dans la chanson. Lorsque Passy ou Stommy Bugsy ont quitté le Secteur A pour faire leur propre disque, ça s'est passé sans problème, c'était il y a 2 ans. Et à partir d'un moment, quand tu grandis, voilà, tu fais ta route. Et est-ce que c'est facile de se quitter dans les affaires, même si on se quitte pas amicalement? Ouais. Ça pose pas de problème? Non. C'est mes potes. J'ai grandi avec eux, tu vois ce que je veux dire? Donc on a un rapport tac-tac, tu vois, d'homme à homme. Pas de problème. Si Stommy Bugsy est aussi à l'aise pour parler, c'est que lui-même est aujourd'hui à son compte et que le succès est au rendez-vous. Il a vendu 300 000 albums et 800 000 singles de ce titre. Mon papa à moi est un gangster. Et à 27 ans, Stommy Bugsy, Gilles Duarte de son vrai nom, est à son tour devenu un chef de bande. Ce soir, il est à Toulouse avec plusieurs de ses amis. Il est là. Il signe des autographes place du Capitole. Ah, vous aimez ce qu'il fait? Hein? Vous aimez ce qu'il fait? Ouais, c'est impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire.
Et comme une star, il emmène ses potes au restaurant, aux frais de sa maison de disques. Malgré sa réussite, le rappeur est resté joueur et un brin provocateur. Je suis un vrai Français. Je paye plus que les Français, que les Guillaume que vous voyez dans la rue. Je paye tellement d'impôts. Enfin, je paye beaucoup d'impôts. Vous vous souvenez du chiffre? J'ai payé peut-être en tout, depuis que je fais de la musique, j'ai payé au moins peut-être plus d'1 million. Au bout de 3 ans de célébrité, Stommy Bugsy gagne près de 100 000 francs par mois. Surtout, il a décidé d'investir pour financer un disque rassemblant plusieurs nouveaux artistes. Il a mis 400 000 francs sur la table pour des rappeurs inconnus, comme ses jumeaux, les Novices du Vice. Ce sont ses voisins de quartier. Ouais, on est jumeaux pour la vie, c'est mon meilleur ami. Si le rappeur vedette est venu passer 3 jours à Toulouse avec ses poulains artistes, ce n'est pas pour le plaisir, mais bien pour les affaires. La preuve, cet après-midi, il a mis sa tenue de travail. Alors je vois que vous avez plein de marques sur vous là. Nike au pied. Reebok là. Vous avez des contrats avec ces compagnies pour porter leurs fringues? Non, j'ai pas de contrat encore. Mais ils vous les offrent? Ouais. Des fois, il y a des marques qui m'offrent des trucs. C'est un partenariat amical. Amical, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de porter tout le temps les marques, qu'il n'est pas payé non plus. Amical. Ça veut dire quand j'ai besoin d'affaires, il m'en envoie. Mais je suis pas obligé de porter la Kemar. Je vais vous redemander le silence complet, s'il vous plaît. Grâce à la filière Stommy Bugsy, les jumeaux en sont déjà à tourner leur premier film de promotion, une chance que connaissent peu de rappeurs. Silence. C'est un vrai petit western. Stommy Bugsy ne ménage pas ses efforts pour les faire connaître. Il a même réussi à faire venir sur le tournage une émission de télé spécialisée sur la vie des vedettes. La star veut tout simplement mettre le pied à l'étrier de ses copains. Il a créé sa propre société, Chaud Lapin, et ceux qui ne chantent pas ont été promus managers, comme Amilcar en casquette ou Jean Richard, le géant. Vous connaissez Stommy depuis de longue date? Ouais, très longtemps. Mais au début, Mystère Hammer, bien à l'époque où il rappait devant un poste, avec les prises de voix directes. Et avant de travailler pour Chaud Lapin, vous faisiez quoi? Je travaillais déjà avec Stommy. Enfin, on travaillait déjà avec Stommy, quoi. On faisait un peu de sécurité. On était avec lui sur des plateaux télé, des trucs comme ça, les concerts, les scènes, des trucs. On le suivait un peu partout, quoi. Ça fait plus de 2 ans. Au total, le rappeur fait vivre une demi-douzaine de personnes autour de lui. À la base, c'est d'abord les gens à qui j'ai promis. Je leur ai dit qu'un jour, quand je pourrais financièrement, quand je pourrais les aider, quand je ferai mon label, j'essayerai. Et moi, j'ai qu'une seule promesse. Vous êtes le chef? Il n'y a pas de chef, il n'y a que des mecs qui veulent du bénéf. Pour les bénéfices, il faut revenir à Paris. Voici le siège de la société Chaud Lapin. Le rappeur vedette a rendez-vous ce matin avec Franck, son bras droit, pour parler gestion. Faut voir le morceau, il faut déjà qu'il accepte de le faire. T'en fais pas. Alors, patron, le boss. Donc on arrive, tu vois, quand même. En quelque sorte, la star vient prendre un petit cours de comptabilité avant de démarrer le prochain album. Avec les charges sociales, ça nous revient à 1700 francs, presque 2000 francs. Bon, on peut économiser, c'est là. Le rappeur est très motivé, c'est lui qui signe les chèques, c'est son argent. S'il veut retrouver ses 400 000 francs, il devra vendre au moins 50 000 albums du disque de ses poulains. Et là, il n'est pas très content parce que la pochette du disque est mal conçue. En ce moment, le titre qui passe à la radio, c'est Soirée Chirée. Donc notre public, s'ils veulent acheter un morceau Soirée Chirée et qu'ils tombent juste sur ça, ils vont pas le voir parce que dessus, donc Chaud Lapin, Sauvage, tu vois pas. Quand tu fais ça, tu vois que la Soirée Chirée. Donc forcément là, on va perdre des ventes. Pour l'instant, le Chaud Lapin n'a pas encore gagné un centime, mais le rappeur businessman n'a pas peur de viser haut. La vraie ambition, avoir un putain de bâtiment comme Sony Music. Stommy Music. Vous allez y arriver à ça? Ah, je sais pas. C'est Dieu de moi j'ai ça comme ambition. Donc, en ayant une ambition comme ça, je vais avoir un petit bâtiment. Si tu rêves d'un local,
t'auras des chiottes. C'est-à-dire, si tu rêves de chiottes, t'auras rien du tout. Dans le sillage des rappeurs qui réussissent, c'est tous les jeunes des cités qui veulent eux aussi faire fortune. Retour à Sarcelles, chez Mohamed Dia, un des plus vieux copains des musiciens du secteur A. Il jouait avec eux dans les mêmes cages d'escalier. Il a 24 ans et il habite toujours chez sa maman. Aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, profiter du succès du rap pour tirer lui aussi les marrons du feu. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu mes potes à la télévision, j'étais content, j'étais même pressé de les voir, même pour savoir, je t'ai vu à la télé. Et ça t'a poussé, toi Ouais, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose quand même. Parce que je me rappelle, à cette époque-là, moi, j'étais quand même un leader. J'étais un mec que les gens aimaient bien regarder sur moi. Et puis le jour au lendemain, je vois, ils ont pris une avance, je me dis, oh, il va falloir que je fasse quelque chose quand même. On avait tourné l'équipe dans la villa, ça c'est le matin quand... Pour tout bagage, Mohamed Dia a participé à un clip de Doc Gynéco tourné en Espagne. Quoi qu'il arrive, on le voit là, à table, en blanc, à côté d'une beauté blonde. C'est toujours un... Il en a ramené des vidéos, des photos souvenirs accrochées au mur de sa chambre, et aussi des idées. Et lui, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les fringues. Tout ça, c'est mes fringues, ça. Alors, ça va de Façonnable, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren. C'est tout ce qui est chemise. Là-bas, il y a des blousons. Dans la chambre à la mer, j'ai des blousons. Dia n'a pas le moindre diplôme. Il est emploi jeune à 5 500 francs par mois. Il rassemble toutes ses économies, 15 000 francs, pour faire fabriquer dans un petit atelier de Paris quelques pièces de ce jean très large qu'il a lui-même dessiné. Il a reçu à me faire un prix. Donc j'ai sorti 20 pièces. Et vous lui avez donné de l'argent? Ah ouais, bien sûr. Tous mes économies, j'avais peur. Hein. Les 15 000? Ah ouais, j'avais que dalle après. J'avais rien du tout. Le jean est largement inspiré de modèles américains. Mohamed baptise sa marque Dia, tout simplement, et lui trouve un logo. Dia est toujours accompagné d'un logo chinois. C'est quoi ce logo chinois? Promis à la victoire. C'est un tatouage que je me suis fait dans le dos quand je suis parti à New York. Et c'est un truc qui me suit partout. L'idée est simple, un fabricant accepte de produire les premiers modèles. Ce qui va faire décoller la marque, c'est que Dia a fait quelques centaines de mètres jusqu'au bureau de ses copains rappeurs du secteur A pour faire connaître ses vêtements. Secteur A, ma deuxième maison. Je me suis dit, pour que mes vêtements soient mis par les gens, par les jeunes, il faut que déjà ce sont des gens qui seraient des références. Et je pense que des mecs comme Arsenic, des mecs comme Gynéco, alors qu'il est, ce sont des références par rapport aux jeunes. Demain, si Gynéco va mettre un pull bleu, Adidas, demain, on verra peut-être, je sais pas, une centaine de jeunes qui auront acheté le plus bleu Adidas que Gynéco. Donc j'ai essayé de rentrer un peu dans ce milieu-là, quoi. Donc j'ai commencé à passer des vêtements sur Arsenic. Avoir fait porter ses sweatshirts à Arsenic, c'est le premier fait d'armes de Dia. C'était à Marseille, devant des milliers de spectateurs, lors du spectacle Métropole Groove. On va changer le plural, le discours, mais bon, foutre. Genre, on va zéro royalty. Sur ce que vous gagnez? Sur mon chiffre d'affaires, ouais, tout à fait. On peut savoir combien? Secret, je peux pas le dire, c'est secret. Ce sponsoring déclenche tout. On trouve très vite les vêtements Dia dans une dizaine de magasins comme celui-ci, dans les mêmes rayons que Nike ou Adidas. Avec des revenus de 20 000 francs par mois environ pour cette première année, Dia est devenu à son tour un petit seigneur dans son quartier, un chef d'équipe. La répartition des rôles. Alors voilà, lui il s'occupe un peu de tout ce qui est conseil vis-à-vis des médias, savoir ce que je vais dire, il a peur que je dise des conneries dans les médias, donc moi mettre attention à ce que tu vas dire, etc. etc. Lui c'est plutôt le mec, dès que je dois, par exemple j'ai un rendez-vous à telle heure à Paris, je suis en retard, il prend sa voiture, la voiture à sa mère et boum, il fonce à 300 à l'heure. C'est le pilote, c'est aussi le mec qui connaît tous les raccourcis sur Paris. Alors vous, c'est quoi votre rôle dans la Dream Team? Mon rôle dans la Dream Team, c'est je suis le cerveau dans tout ça. Je suis en gros le donneur d'ordre, quoi. Un donneur d'ordre qui a déjà fait beaucoup de chemin. Ce jour-là, Mohamed Dia se rend à Paris. Il s'apprête à signer un accord avec un des plus grands noms du vêtement, Joseph Jablonski, plus de 300 millions de chiffre d'affaires. C'est l'homme qui a lancé en France des grandes marques comme Levi's et aujourd'hui, c'est l'importateur de la marque américaine Schott. C'est du sérieux. Il y a des avocats partout. Alors c'est qui Jablonski, tous ces gens autour de vous? Voilà, Maître Duguay, voilà. Maître Jolès et Maître Krief. Le vieux patron veut miser sur le rap et s'offrir une marque tournée vers la rue. Dia l'a séduit et il mise plusieurs millions sur son nom. C'est bien qu'ils ont besoin de nous en tant qu'investisseurs. On a besoin d'eux en tant que jeunes. Et ils ont un savoir et un feeling que je considère très bon. Mohamed Dia relit pour la dernière fois le contrat qu'il va signer. Ça dit quoi?
Ça veut dire que je risque de gagner souvent beaucoup d'argent. Je risque. Ça demande beaucoup de travail. C'est beaucoup d'efforts. Ce que vous gagnez, c'est quoi? C'est une somme forfaitaire? C'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. En échange de 5 à 6% des ventes à venir, Mohamed Dia devra être le porte-drapeau de la marque et le garant qu'elle reste à la mode. Ça y est, en compagnie de sa styliste, le jeune homme signe les 10 pages de son premier gros contrat. En même temps. En face de lui, son nouvel associé est un des plus gros patrons de la fringue à Paris. Pas de quoi intimider le petit gars venu de Sarcelles. Je suis content, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie pour la première fois. J'ai un sentiment de fierté, je suis fier de moi. Ma mère doit être fière de moi aussi. Dia, Gynéco, Stomy Bugsy, Kenzie, ils ont tous moins de 30 ans. Pour eux, le rap pourrait devenir un nouvel Eldorado. Fonder une famille, car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille, tu te feras plus. Et pour Dia, ça marche plutôt bien. Il s'apprête à faire un chiffre d'affaires de 50 millions de francs cette année. Il s'apprêterait aussi à lancer une nouvelle ligne de vêtements féminins dans la chaîne de magasins Pinky et peut-être même à signer avec le groupe vedette américain des Fugees pour qu'il porte sa propre marque. Quant à Pete Bacardi, son producteur doit lui avoir pardonné d'être arrivé 1 heure en retard en studio et lui avoir fait perdre 1400 francs au moment de l'enregistrement, car depuis, il est passé de 80 000 albums vendus. Le rappeur désinvolte à plus de 130 000, ce qui est largement plus qu'un disque d'or. Si les stars du rap en France réussissent bien, ce n'est rien comparé à leurs grands frères américains. Regardez, ils font beaucoup plus fort, c'est assez impressionnant. Une Rolls blanche qui file dans le désert, des lascars habillés comme des milords, ça se passe comme ça chez Puff Daddy, probablement le plus célèbre des rappeurs américains, l'homme qui est au volant. C'est un habitué de la une des magazines, y compris le fameux mensuel Forbes, le magazine des milliardaires et de la jet set. Sans négliger la presse People, en compagnie de sa dernière fiancée, la chanteuse Jennifer Lopez, ici en princesse. À son actif, plusieurs millions d'albums vendus et surtout une carrière de producteur surmené à la tête de sa société Bad Boys Entertainment, en français, Mauvais Garçons et compagnie. Le plus riche, ce n'est pourtant pas Puff Daddy, mais ce garçon venu de la Nouvelle-Orléans. Il s'appelle Percy Miller, c'est un ancien dealer, et il se fait appeler Master P ou le colonel. Comme artiste ou producteur d'autres artistes, il a vendu déjà près de 30 millions d'albums. Il produit des films, vend des vêtements, des poupées et manage des sportifs. Selon le magazine Fortune, cet agité en short est un des 30 plus jeunes milliardaires des États-Unis. Sa fortune serait évaluée à plus de 2 milliards de francs. Si les rappeurs américains peuvent rêver de chaînes en or, de filles affriolantes et de limousines, c'est qu'il s'est vendu près de 80 millions de disques sous l'étiquette rap en 1998 aux États-Unis, 6 à 7 fois plus qu'en France. L'argent coule à flot dans un univers marqué par le sexe et qui attire la violence. Le chanteur Snoop Doggy Dogg, ici en bleu, a été poursuivi pour complicité de meurtre. Le voici au tribunal. Ce gros rappeur de New York, Notorious Big, vivait au milieu des voyous. Il a fini sa carrière et sa vie assassiné sur un trottoir. C'était en 1997. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Pas plus que celui de Tupac Shakur, célèbre rappeur et mauvais garçon de Los Angeles. Assassiné lui aussi à l'âge de 25 ans. Précisons que Tupac avait scénarisé à l'avance sa propre mort dans ce clip. We're almost there. Come on, he's going down. Leave this, come on. Come on, you can't